Alors là, donc j'ai dit que nous allons nous connecter en fait à la destination qui est la table data. Donc on va créer la connexion à la base de données comme d'habitude. Donc on va cliquer New. Au niveau de Server Name, simplement vous mettez un point, d'accord. Et par la suite, ça va vous permettre d'accéder à toutes les bases de données qui existent au niveau de serveur, donc avec l'authentification Windows. Donc là, ma base de données que je viens de créer, c'était ETL1. D'accord. Donc vous, bien sûr, choisissez toujours la base de données que vous avez créée. Donc OK. OK. Donc là, la connexion elle est déjà créée à la base de données. Maintenant, je vais choisir quelle est la table au niveau de laquelle je vais charger mes données. Pour notre cas, donc on n'a qu'une seule table qui est data. Et au niveau des composants OLEDB Destination, la partie mapping, elle est très importante parce que c'est la partie là où on va, disons, désigner pour chaque colonne au niveau de la destination d'où elle va avoir ses données. D'accord. Donc ici, par exemple, si vous avez en fait nommé les sorties du fichier texte de même en fait pour la table data, le mapping va être automatiquement fait. Donc pour notre cas, les noms sont différents. Donc je vais dire que la table, plutôt la colonne numéro de la table data va recevoir sa valeur à partir de S, donc, qui est la première colonne du fichier texte. Donc pour le mapping, on peut faire du drag and drop jusqu'à voir le plus et lâcher. Sinon, on peut le faire d'ici. Donc c'est comme vous voulez. Voilà, et finalement, décision, le mapping, il est déjà fait. Donc, ma tâche de flux de données, elle est bien prête. Donc, les données sont bien paramétrées. Simplement, au moment de l'exécution, je peux faire l'exécution de tout le package. C'est-à-dire, si ici, j'ai plusieurs tâches de flux de données avec l'ordre d'exécution, cette flèche-là va permettre d'exécuter toutes les tâches de flux de données ensemble. Par contre, si je veux exécuter une tâche de flux en particulier, je peux faire simplement au niveau de Control Flow un clic droit au niveau de la tâche et je fais Execute Task. Donc pour notre cas, il s'agit juste d'une seule tâche de flux de données, donc je vais exécuter tout le package. Alors, il s'agit de l'erreur que nous avons vue au niveau de notre séance, c'est un simple encodage au niveau du fichier texte, donc on va changer de 65001 à 1252, et après la validation, automatiquement ça va reprendre la même valeur. Donc ici on va partir au Connection Manager, donc de fichier texte, donc connexion qu'on a nommé connexion au fichier data, on clique deux fois, et on va changer le code page 1252. Ça, bien sûr, vous faites pareil du moment où vous aurez cette erreur. Sinon, pour les personnes qui n'auront pas cette erreur, voilà, il n'y a pas de souci, ils exécutent leur package normalement. D'accord. Donc voilà, on exécute encore le package. Voilà, donc parfait. Mes composants maintenant, donc il y a 6857 lignes. Bon là, parce que j'ai ajouté une ligne au niveau du fichier data, pour lequel je suppose vous aurez 6856. Donc les composants sont non défaillants. Par contre, je dois quand même vérifier si le chargement il est bien fait au niveau de ma table data via cette tâche de flux. Donc je vais partir sur table data, clic droit et je fais ma requête select. Parfait. Voilà, maintenant ma table elle est bien chargée par les données qui existent au niveau de mon fichier data. D'accord. Donc, je vais arrêter le débogage, arrêter cette tâche de flux. Donc, ce que nous avons fait ici, c'est un EL, extraction et load, chargement. D'accord. Donc, il n'y a aucune transformation qui n'a été faite, disons, au milieu. Donc, passons maintenant à la question d'après. On va effacer le contenu de la table data et on va ajouter la colonne somme de type float à cette table. Donc, pour effacer le contenu, je reprends sur la requête d'exécution. Donc, je vais faire remplacer ça par delete. Donc, j'exécute une simple requête delete et je fais execute. Donc, maintenant, j'ai effacé et j'ai vidé ma table. Par la suite, on va ajouter une colonne somme à ma table. Donc, je vais partir ici, faire design. Donc, pour reprendre sur la structure de la table et je vais lui ajouter une colonne somme. Bien évidemment, là, elle est de type float. Et elle, en fait, au niveau de mon fichier texte, cette colonne n'existe pas. Elle va être créée au niveau de ma tâche de flux de données. Ça, c'est l'objectif. Donc, je vais faire avant tout un CTRL S pour que les données soient mises à jour au niveau de OLEDB Destination Composant. Donc, ici, au niveau de CTRL S, pour les personnes qui auront une certaine erreur, donc qui empêche l'enregistrement de la base, vous partirez ici sur Tools, Options. Alors, par la suite, vous partirez sur Designers.
et vous décochez cette ligne. Donc, vous trouvez Prevent Saving, c'est-à-dire qui empêche l'enregistrement de la table en cas de recréation. Donc, vous allez la décocher. Après, voilà, vous faites CTRL-S et ça marchera bien. Alors, donc, on va reprendre. Maintenant, la colonne somme, elle va recevoir, donc, on va réalimenter la table data, mais la colonne somme va recevoir la somme des 5 valeurs réelles. Donc, nous avons utilisé déjà un composant, le composant derivative column, qui permettra de créer, disons, une nouvelle colonne ou de faire des modifications au niveau de colonne en utilisant des fonctions et des procédures bien prédéfinies. Donc, avant tout, je vais effacer la flèche, donc, qui permettra de faire passer les données. Voilà. Et je vais faire appel au composant derivative column, colonne dérivée. Donc, maintenant, je vais passer le flux à derivative column, d'accord, là où je vais travailler sur la colonne somme. Voilà. Je paramètre bien sûr mon composant avant de faire repasser le flux au composant destination. Donc, je vais cliquer 2 fois. Maintenant, à gauche, le composant derivative column, il aura l'entrée, donc le flux qu'il a eu en entrée, et à droite, il y a les fonctions ou les procédures qu'il peut appliquer pour définir les expressions de chaque colonne. Donc, pour notre cas, simplement, on va ajouter une nouvelle colonne somme qui va être la somme de ces 5 valeurs réelles qui viennent du fichier. Donc, je vais faire du drag and drop au niveau d'expression avec l'opérateur somme, tout simplement, pour faire la sommation des différentes valeurs, comme on a fait déjà au niveau de nos séances TP. Alors, val4 plus val5, voilà. Donc maintenant, du moment où mon expression elle n'est pas exprimée en rouge, que tout est bon, donc je vais faire OK. Et maintenant, je vais repasser le flux à mon composant destination. Donc, je vérifie à chaque fois le mapping, voilà. Donc, je dois faire le mapping de la colonne somme, sinon ma composant va me sortir une erreur. Donc, une erreur. Donc, c'est bon. Là, je vais réexécuter le package pour vérifier encore le chargement s'il est bien fait. Donc, il n'y a pas de composant défaillant. Je vais repartir sur ma requête select. Donc, je fais clic droit select. Et voilà, j'ai ma colonne somme qui reçoit la somme des 5 valeurs. Voilà. Passons à la question suivante, c'est effacer le contenu de la table data et ajouter la colonne date système à sa table. Bon, je vous ai montré comment automatiser cette tâche de vider la table. Donc à chaque fois, on peut faire recours, comme une sorte d'exemple, on peut faire recours à un composant dataflow, execute SQL task. Donc au niveau de control flow, je peux faire appel à ce composant qui permettra d'exécuter une requête SQL sur une table de base de données. Donc, je clique 2 fois. La première chose à définir, c'est la base de données. Je définis la connexion à la base de données et la requête qui va s'exécuter sur quelle table. Donc, pour notre cas, on va exécuter une requête delete, d'accord, pour vider la table data. Donc, bien évidemment, là, vous allez taper le nom tel que vous l'avez noté pour renommer votre table data. D'accord? Alors, là, c'est bon. Je vais faire, donc la flèche en vert, ça modélise le flux de contrôle, donc l'ordre aussi d'exécution de ces tâches de flux. Donc il va vider la table et par la suite lancer et exécuter la tâche de flux de données alimenter table data. D'accord? Donc, alors, après effacer le contenu de la table data, on va faire pareil comme pour la colonne somme, au même principe. On va ajouter une colonne date système à notre table. Donc, toujours, on va reprendre sur la structure de la table. Je vais ajouter une colonne nommée date system de type date et je fais un CTRL S bien évidemment, toujours pour que ça soit bien pris en compte au niveau de mon composant OLEDB Destination. D'accord? Si vous ne faites pas du CTRL S ici, si vous n'enregistrez pas, le composant OLEDB Destination ne sera pas mis à jour et il ne voit pas toujours cette colonne. Donc, je vais faire pareil ici. Je vais rajouter donc la valeur de la colonne date. Qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir la date système, donc la date d'aujourd'hui. Donc pour moi, je vais retravailler la colonne au niveau du même composant derivative column. D'accord? Je vais nommer ma nouvelle colonne date system pour ajouter une nouvelle colonne. Et au niveau de l'expression, là, on peut chercher dans les procédures définies par défaut la fonction qui me permettra de récupérer la date système. Et on a vu que c'est la fonction getData. Donc, je vais reglisser le nom dans l'expression et je clique OK. Donc,
Maintenant, je dois vérifier si le mapping, donc si le mapping est bien fait, toujours. Donc, il faut avoir cette plutôt vérification. Donc, je clique deux fois, je pars sur mapping et voilà, je dois mapper ma date système. Parce que là, c'est la date que je viens de créer au niveau de la colonne dérivée, d'accord? Et je veux dire que sa valeur qui est la getDate va être chargée dans la colonne date système que j'ai créée au niveau de ma table data. Donc, ça, ce qui est passé réellement. Je vais recharger, plutôt réexécuter le package et je vérifie. Voilà. C'est bon. Donc voilà, j'ai maintenant le 2 octobre donc 2021. Donc ici, justement, donc c'est la date système qui a été chargée dans cette colonne-là. Donc, et bien sûr, du moment où j'ai exécuté tout le package, donc je vais arrêter ici le dépogage. Donc il a vidé la table et par la suite il a rechargé la table avec les 6857 lignes. Donc on va réalimenter maintenant, plutôt effacer le contenu de la table data et on va ajouter la contrainte clé primaire à la colonne numéro. Donc pour le faire, bien sûr notre table par défaut elle n'a pas une clé primaire, elle n'a pas des contraintes en particulier. Maintenant on va définir la colonne numéro comme clé primaire. Donc on repart sur la structure, on clique droit ici, on met set primary key. Voilà. Et toujours un CTRL S pour que les changements soient bien effectifs. Alors maintenant je vais effacer simplement ce composant, execute SQL task. Donc ma table, je vais essayer de réexécuter le package maintenant. Voilà. C'est logique que mon composant OLEDB Destination va être le composant défaillant. Pourquoi? Parce que au moment du chargement des données, donc je suis en train de remplir la table avec les mêmes données qui existent déjà donc dans le fichier et ça a violé à la contrainte de clé primaire. Donc ce que nous allons voir par la suite, c'est la technique qui nous permettra disons, de charger la table sans avoir besoin de la vider, sans violer la contrainte de clé primaire, mais simplement de vérifier si la clé existe. Donc, s'il y avait des changements qui ont été faits ou des mises à jour qui ont été faites par rapport à cette ligne, et si le code ou le numéro n'existe pas, qu'on rajoute, disons, cette ligne-là à notre table. Et ça rentre dans quelle finalité? Donc, ça vous prépare à la technique d'alimentation de dimension d'un data warehouse. Parce que nous avons dit que un data warehouse, on ne peut pas vider en fait les données qui existent là-dessus, parce que les données au niveau du data warehouse sont des données qui doivent être historisées et non volatiles. Et donc pour pouvoir assurer ce remplissage, tout en gardant bien sûr cet historique, on va voir la technique qui nous permettra simplement de faire des vérifications, c'est ce qui existe, d'accord, et ce qui n'existe pas, on va le rajouter. Donc pour le faire, on va voir par la suite le package voilà, qui permettra avec deux techniques différentes. Par contre, nous allons, avant d'y passer, on va voir comment on peut appliquer quelques transformations, quelques sortes de transformations aussi avec le composant d'ElevateCal. Donc, cette question 8, elle consiste à faire quoi? C'est simplement à appliquer une condition pour le remplissage de la colonne somme. Donc, comment le faire? Donc, on va reprendre sur le SQL Server Data Tools. Donc, maintenant que notre colonne somme, elle est déjà remplie statiquement, autrement dit, avec la somme des 5 valeurs réelles. Par contre, ce qui est demandé ici, c'est que du moment où la colonne décision est égale à non, on va avoir la somme, va avoir la valeur 0. Sinon, elle va avoir la valeur initiale qui est la somme des 5 valeurs réelles. Donc, la case que vous voyez ici, c'est une simple indication pour reconnaître la fonction ou la structure de la fonction que vous allez utiliser. Donc, nous avons vu d'ailleurs au niveau du cours, au niveau des séances de TP, donc que nous allons utiliser l'opération condition. Celle-ci qui définit, donc on va supprimer ça pour remplir la colonne somme, on va le faire du même composant. Je glisse la fonction. Donc ça, le premier paramètre, c'est la condition. Donc si elle est évaluée à vrai, donc la colonne somme va avoir cette valeur, sinon ça va être la deuxième valeur. Donc notre condition c'est quoi? Ou la boolean expression va être remplacée par quoi? On va tester sur décision, la colonne décision. Si elle est égale à non, donc double égal pour tester, double cote entre
donc, et non en majuscule. Donc, si la décision égale à non, donc somme reçoit 0. Donc, when true, donc si cette condition elle est vraie, la colonne somme va recevoir la valeur 0. Et si elle est fausse, donc ça va être toujours la somme des 5 valeurs réelles. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, val 1 plus val 2 plus val 3, etc. Plus val 5. Voilà. Je clique OK. Maintenant, je réexécute mon package, mais avant de le faire, je dois revider encore ma table. D'accord? Parce que de toute façon, ça ne va pas accepter de le faire. Donc, je vais faire delete. Voilà, ma table maintenant, elle est vide. Donc, ça va me permettre de charger cette table-là. Voilà, donc à titre de vérification, on fait pareil. Donc voilà, à chaque fois que décision égale à non, ma colonne somme reçoit 0. Sinon, si elle est oui, elle reçoit la somme des 5 valeurs. Voilà. Bon, alors maintenant, une deuxième sorte en fait, ou une deuxième façon d'utiliser la colonne, plutôt le composant d'Elevated Canon, c'est, on a dit, c'est un composant qui applique des transformations au niveau, disons, des colonnes, nettoyage, une sorte de nettoyage, de préparation des données. Donc, on va essayer de réélémenter la table data, mais en éliminant les espaces dans la chaîne numéro. Donc là, on ne va pas ajouter une nouvelle colonne, comme on a fait là tout à l'heure avec le composant d'Elevated Canon. On va simplement appliquer une modification au niveau d'une colonne existante qui est la colonne numéro. Donc, je vais revider ma table pour retester le chargement. Alors, au niveau de SQL Server Data Tools et au même composant, je vais essayer de l'appliquer sur le même composant. Donc là, somme date et numéro. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique 2 fois. Ici, donc, je vais faire appel. Donc, au niveau d'Elevated Canon, on ne sait pas ajouter une nouvelle colonne, mais simplement, je vais remplacer la valeur du numéro en éliminant les chaînes de caractères. D'ailleurs, ça se met automatiquement le nom de la colonne correspondante. Donc, nous avons vu que, comme d'habitude, on doit chercher dans les fonctions ou les procédures prédéfinies au niveau du composant. Donc, vu que c'est une fonction qui va s'appliquer sur une chaîne de caractères, je cherche sous la famille String Functions. Et là, on a vu que c'est la procédure replace qui me permettra de remplacer un caractère dans une chaîne de caractères par un deuxième caractère. Donc voilà. Donc ici, la chaîne de caractères ou l'expression là où je vais faire remplacer les espaces, c'est notre colonne numéro. Donc je vais faire appel à num_s pour mon cas, pour le premier paramètre. Alors, search expression, c'est-à-dire le deuxième paramètre, c'est le caractère ou la chaîne que vous souhaitez, disons, supprimer. Donc, ou remplacer, donc, double quote, espace, double quote, pour désigner que je vais remplacer les espaces par quoi? Par un vide, donc double quote successif. Et comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire cette procédure? Elle va à chaque fois chercher un espace dans le num et l'éliminer. Donc, je fais OK. Et je réexécute encore mon package. Voilà, donc, je vérifie toujours. Voilà, maintenant, mes numéros qui sont déjà à la base avec espace, même au niveau des premiers chargements que nous avons fait, maintenant, il n'y a pas des espaces dans ma chaîne numéro. Donc, tout ce que nous avons vu là jusqu'à maintenant avec le composant d'Elevated Canon, ce sont des sortes de transformations, de nettoyage ou de préparation de données que vous devez... C'est-à-dire, si je penserais, même pour d'autres exemples, j'aurais des exemples pareils, je sais maintenant à quel composant je dois faire recours et quand on peut utiliser un composant d'Elevated Canon. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de la technique en fait de remplissage ou de chargement des données sans avoir besoin de revider la table. Et c'est la technique, comme j'ai dit, qu'on va adopter pour l'alimentation des tables de dimension. Donc, pour le faire, on va implémenter un deuxième package SSIS nommé package 2 qui va assurer la contrainte suivante. Donc, si la clé primaire de la source existe dans la destination, donc ici notre source c'est le fichier texte et la destination c'est la table data. Donc, on va mettre à jour les colonnes suivantes qui sont val1, val2, val3, val4 et val5. Sinon, on va ajouter toute la ligne. Donc, voici la structure de notre package. Donc, ça, ce sont les composants que nous devons développer. Donc, data.txt pour lire le fichier texte, le delivered canon que nous avons développé et destination data, donc pour charger les données.
Donc, on va déposer par la suite les différents autres composants. Ça, c'est toujours le composant d'élevé de canon, c'est simplement là où on a appliqué la condition décision sur la colonne somme, mais ça a été fait pour notre cas dans le même composant d'élevé de canon. Donc, on va créer un nouveau package. Pour le faire, on part sur la Solution Explorer, SSIS Package, clic droit et on fait New SSIS Package et automatiquement, ça va être Package 2. Alors, pour ne pas avoir besoin, bien que je préfère que vous le faites comme ça, vous vous entraînez sur le paramétrage des composants, mais pour notre cas, je vais revenir sur Package 1 et faire du copier-coller aux composants que nous avons déjà utilisés, qui sont déjà prêts et paramétrés. Je fais un CTRL-C, je pars au niveau de Package 2, bien évidemment, je dois faire appel à une tâche de flux de données, le Data Flow Task, d'accord, je clique 2 fois et je fais un CTRL-V. Donc, bien évidemment, les composants sont déjà copiés avec leur Connection Manager. Donc, du coup, ma connexion pour la base de données ainsi qu'au fichier, elles sont déjà prêtes et créées. Donc, pour respecter maintenant la structure du package, nous allons déposer ces différents composants. Par la suite, je vous explique bien sûr l'utilité ou pourquoi on a fait recours à ces composants. Donc, le premier composant auquel je vais faire appel, c'est le composant OLEDB source. Alors, qui va aussi se connecter à la table data, mais en tant que source. Par la suite, nous allons faire recours à deux composants sort sous la famille command de transformation. C'est un composant totalement bloquant. Donc, si on dit un composant bloquant, c'est-à-dire c'est un composant qui bloque le flux de données à ce niveau jusqu'à le traitement de toutes les lignes avant de les faire partir dans son flux de sortie. Et bien sûr, automatiquement, ces composants sont considérés comme des composants très gourmands au niveau de ressources. Donc, on va faire appel à deux composants de tri qui vont assurer les tris des deux flux qui vont venir du fichier texte et de la table data. Et pourquoi ce tri-là? Parce que si on va utiliser le composant merge join qui permet d'effectuer une jointure, il n'accepte que des flux triés. Alors, par la suite, c'est le composant conditional split dont nous aurons besoin. Donc, c'est un composant, comme je vous ai déjà expliqué, qui permettra de diviser le flux de données selon des conditions prédéfinies, c'est-à-dire que nous avons défini. Et finalement, on a le composant OLEDB command qui va nous exécuter notre requête de mise à jour. Alors, pourquoi ce package? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, comme on a dit, il va assurer l'ajout et la mise à jour. Donc, quand il va faire un ajout, quand il va assurer un ajout d'une ligne dans notre table data, du moment où on aura une nouvelle ligne qui est insérée au niveau du fichier texte. Disons, on va se baser sur quoi pour dire que c'est une nouvelle ligne? C'est simplement sur la vérification d'identifiant qui est pour notre cas le numéro. D'accord? Et ça, ce qui va être fait au niveau du composant, il vérifie au niveau du composant merge join. Par la suite, donc, pourquoi faire recours à un composant data table source? Simplement pour lire les données qui sont déjà existantes dans ma table avant de faire l'ajout ou la mise à jour. Donc ici, ce sont les anciennes données qui existent déjà dans ma table data. Je vais les lire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire une comparaison entre ma source de fichier data et ma destination, ou autrement dit, ce qui existe dans ma table data. Après, trier ces données-là, d'accord, selon une clé, bien évidemment, ça va être la clé de tri, ça va être le numéro pour une meilleure indexation. Le composant merge join, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer entre ma source et ma destination, d'accord? Certainement, les lignes qui ne vont pas avoir une correspondance via une jointure externe gauche vont être ajoutées et celles qui ont une correspondance, on va vérifier s'il y avait un changement ou une mise à jour qui a été faite. Donc, pour l'appliquer avec le composant OLEDB command. Donc, qui va vérifier ces deux conditions va être notre composant conditional split qui définit ces deux conditions de vérification. Alors, donc, on va commencer à paramétrer ces différents composants. Je vais passer le flux de données comme d'habitude et j'assure le paramétrage. Donc, avant tout, je vais paramétrer, je vais me connecter à la table data pour lire ce qui existe déjà. N'oubliez pas que maintenant, ma table, elle est, disons, chargée avec les 6857 lignes.